Bonjour à tous, on se retrouve pour cette ce deuxième TP d'orthopédie. Pour ceux qui m'ont encore jamais vu, c'est Jules, je suis interne d'orthopédie sur Paris. C'est moi qui m'occupe de vous faire les deux confs et les deux TP d'orthopédie là pour Confermès. Le but, je le répète bon, il y en a qui ont déjà entendu ça, mais bon, pour ceux qui sont nouveaux et qui nous rejoignent, à qui ça peut donner envie d'aller faire le reste des TP et des confs. Le but, en gros, c'est qu'avec ces deux confs et ces deux TP, on ait vu la globalité du programme d'orthopédie, en gros, la globalité de ce qui peut réellement tomber. Ok. Euh, on voit 95% du programme. Il y a deux petits trucs que j'ai pas trop traités, en l'occurrence les tumeurs osseuses, parce que je pense que ça peut tomber très facilement. Ça peut tomber très facilement, ça peut pas tomber très facilement justement, et que ça sera traité plutôt en onco. Donc je vais laisser les oncos faire ça, tout simplement. Euh, voilà, il n'y a pas beaucoup, enfin, contrairement à d'autres spé, il n'y a pas beaucoup de questions d'orthopédie par an aux EDN. Mais c'est toujours un peu pareil ce qui tombe. Et je pense qu'ils vont pas faire de choses exotiques. Parce que chaque année, ils font pas de choses exotiques. Donc, normalement, mes TP et mes confs suffisent à pouvoir répondre à l'entièreté des questions qui tombent aux EDN. C'est pas pour autant qu'il faut pas tout apprendre. Je pense qu'il n'y a aucune impasse à faire aux EDN, vraiment. Apprenez tout, mais apprenez mieux ce que je vais faire tomber en conf. Vous allez voir que dans ce TP, on revoit un petit peu certaines choses qu'on a déjà vues en conf, parce que c'est des choses sur lesquelles je veux insister, en l'occurrence les fractures du poignet, les fractures du col du fémur. Ça, c'est des choses qu'on va revoir encore dans cette conf, qui sont hyper importantes. Ok. J'étais obligé de les remettre en TP pour vous refaire un topo et pour que vous êtes sûr d'avoir bien compris. On va pouvoir commencer avec notre petit TP dès maintenant. C'est parti, j'espère que vous êtes prêts. Comme d'habitude, le TP, 15 QI, enfin en l'occurrence 10 QI, 6 zones à pointer dans celui-ci, 7 il me semble. Euh, Petite diapo de cours, à chaque fois que pareil, il y a une QI, une diapo de cours, et voilà. Vous allez voir là pour les 3 premières QI ou 4 premières QI, je sais plus, j'ai mis les diapos de cours après, comme ça on enchaîne juste sur ces QI-là. Donc, je mets juste mon petit webinar normalement. Hop, hop. Question 1. Concernant la réalisation d'une immobilisation par plâtre ou résine, elle nécessite systématiquement une radiographie de contrôle. Tous les patients nécessitent des anticoagulants. Un déplacement sous plâtre nécessite de refaire le plâtre. Il comprend de la couche la plus interne à la plus externe, un jersey tubaire, une ouate synthétique, puis le plâtre. Il est préférable de plus serrer un plâtre après la pose de matériel d'ostéosynthèse. Je vous laisse un petit peu de temps comme d'habitude pour répondre. Je vous laisse une petite minute. C'est parti. Alors, elle nécessite systématiquement une radiographie de contrôle? Oui, 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 oui. N'oubliez pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça rend ouf quand les urgentistes laissent rentrer les patients chez eux après leur avoir fait un plâtre sans radiographie de contrôle? Ça rend ouf. Déjà parce que médico-légalement, c'est pas autorisé. Et ensuite parce qu'après, c'est nous qui nous faisons défoncer en staff le matin. Donc, quand vous réalisez une immobilisation par plâtre ou résine, quand vous changez une immobilisation par plâtre ou résine, parce qu'elle était trop serrée, pour une raison quelconque, elle nécessite systématiquement une radiographie de contrôle post-immobilisation, que ce soit un plâtre circulaire ou une attelle plâtrée, ou
une radio avec un du-Jarrier, par exemple, bon ça on le fait pas trop en réalité, mais il faudrait systématiquement une radiographie de contrôle. C'est médico-légal, c'est comme ça. C'est pour voir si vous n'avez pas tout déplacé en faisant votre plâtre. C'est pour voir si c'est bien maintenu. Voilà, tout est bien. Et en plus, sur la radio, on peut voir si le plâtre est réalisé correctement. On voit où est-ce qu'il s'arrête. Donc parfois, on voit des manchettes plâtrées qui s'arrêtent à moitié du bras. C'est problématique. Tous les patients nécessitent des anticoagulants? Bah non, clairement pas. Déjà, c'est que pour le membre inférieur. Ensuite, c'est les patients pubères. Donc là, bon, voilà, triple faux cette question. Un déplacement sous plâtre nécessite de refaire le plâtre? Non. C'est pas parce que vous allez refaire le plâtre que le déplacement sous plâtre va disparaître. Un déplacement sous plâtre, ça ne veut pas forcément dire que votre plâtre, il est mal fait. Ok? En général, un déplacement sous plâtre, soit il est tolérable, on poursuit l'immobilisation, soit le déplacement sous plâtre n'est pas tolérable. Dans ce cas-là, on pose l'indication chirurgicale. Il comprend de la couche la plus interne à la plus externe un jersey tubaire. Oui, on va revoir comment on fait en plâtre. Une ouate synthétique. Oui, elle n'est pas systématique. On va revoir pourquoi, je vous expliquerai. Puis le plâtre. Oui. Il est préférable de plus serrer un plâtre après la pose de matériel d'ostéosynthèse. Alors, non. Mi-zéro. Pourquoi? Plusieurs choses déjà. Parce que votre matériel d'ostéosynthèse, par définition, il est là pour maintenir. Donc on met des plâtres en général parce que juste on n'est pas trop rassuré, etc. Mais dans la théorie, votre fixation interne que vous avez faite, elle est solide. Elle maintient. OK? Et deuxièmement, si vous serrez plus un plâtre après fixation interne, on est sur une période post-opératoire. On vient de lui chlasser un bout d'un membre, par exemple prenons le poignet, on lui chlasse le poignet, on lui pose une plaque, on referme, le membre va gonfler. Si vous serrez en post-op un plâtre, vous êtes sûr à 1000% que le patient revient le lendemain pour se plaindre d'une douleur sous plâtre, douleur de compression sous plâtre. Ok? Hyper important. Concernant les effets indésirables du plâtre, on peut traiter l'hypertrichose avec un antihistaminique. Il est possible de conduire un véhicule si le patient en est capable. On retrouve un membre blanc en cas de compression veineuse. Des compressions nerveuses sont possibles. Il ne faut jamais marcher avec un plâtre de membre inférieur. Pardon. Hop, je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir, j'espère que vous n'avez pas vu. Je vous laisse le temps de répondre. Donc, les effets indésirables du plâtre. On peut traiter l'hypertrichose avec un antihistaminique? Non, ça ne va pas traiter le problème. Ça peut être un effet symptomatique. On ne traite pas l'hypertrichose avec un antihistaminique. On va plutôt traiter les démangeaisons avec l'antihistaminique. Il est possible de conduire un véhicule si le patient en est capable. Mi-zéro. Non, 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 non. C'est interdit par la loi de conduire un véhicule avec une immobilisation. Ok? Interdit. C'est dangereux. Imaginez le mec qui conduit avec son plâtre pied droit, par exemple. Relou quand même, pour freiner, bon. Même pour accélérer, il met des gros coups d'accélération avec son plâtre, c'est casse-couille. Alors, il y en a qui le font, hein. Il y a beaucoup de cons quand même, hein, qui respectent pas du tout ce que vous leur dites. C'est très agréable. On retrouve un membre blanc en cas de compression veineuse. Alors non, en cas de compression veineuse, on va plutôt avoir un membre engorgé, bleuté, rougeâtre bleuté, violet. Ok. Le membre n'est pas blanc. Si le membre est blanc, on est dans le cas d'une compression artérielle, c'est un peu plus embêtant. Des compressions nerveuses sont possibles, oui. Attention, s'il vous plaît, quand vous réalisez le plâtre, surtout au membre inférieur, où vous devez respecter 2 travers de doigts sous la tubérosité tibiale antérieure. Pourquoi? Parce que sinon on a le petit nerf qui passe autour, okay, qui passe au niveau du col fibulaire. Être 2 doigts en dessous de la TTA vous assure de ne pas bloquer le nerf au niveau du col fibulaire. D'accord? C'est hyper important. Parce que sinon, là, c'est vous médico-légalement, quand vous avez mal fait votre plâtre, qui va vous retrouver attaqué en justice. D'accord?
Donc des compressions nerveuses sont possibles. Il ne faut jamais marcher avec un plat du membre inférieur. Alors ça dépend. Il faut jamais dire jamais. Déjà, je vous conseille aux EDN de faire attention quand vous couchez toujours ou jamais. On vous l'a déjà répété 1000 fois, je pense. Euh, mais s'il vous plaît, ne réfléchissez-y à 4 fois avant de cocher ça. Ok? Donc pourquoi est-ce que parfois on marche avec le plâtre? Parce qu'il y a des plâtres de temps en temps où on les renforce particulièrement au niveau du talon, tout ça, exprès pour pouvoir marcher dessus, parce qu'on est autorisé à marcher dessus avec je sais pas, un gros BABP ou alors une botte plâtrée très renforcée. Bon, en général, on met des bottes de marche hein, quand c'est comme ça, mais ça arrive encore qu'on puisse faire des plâtres du moins inférieurs renforcés pour pouvoir marcher dessus. Et en plus, dans les plâtres de moins inférieurs, on n'a pas que la botte plâtrée, à laquelle vous avez dû penser en voyant cette question. On a aussi les plâtres, bon, qui se font plus trop, mais des plâtres d'immobilisation de la hanche ou des choses comme ça, où vous avez le droit de poser le pied. Voilà. Ok, on passe à la suite. À propos du syndrome compartimental, on note une disparition des pouls distaux. Le traitement repose sur une fasciotomie de décharge. Il résulte d'une pression de la loge supérieure à la pression artérielle. On peut retrouver des déficits nerveux sensitifs. L'étirement des muscles dans les loges est douloureux. Je vous laisse répondre. Pour ceux qui se demandaient le nerf au niveau du col fibulaire, c'est soit le nerf fibulaire, soit autre. On appelle toujours le SPE, le sciatique poplité externe, qui va entraîner un pied tout tombant si jamais il est comprimé. Donc, le syndrome compartimental. On note une disparition des peaux distaux? Non. Ok? On ne note pas une disparition des poux dans un syndrome des loges. On n'est pas sur une ischémie aiguë du membre. On est sur un syndrome des loges. Il n'y a pas de disparition des poux. Vous palpez toujours les poux. Ok? Retenez bien ça. Hyper important. Ok? Parce que souvent, ça, c'est pas bien compris de tout le monde. Le